Bonjour à toutes et tous, rebonjour et bienvenue à nouveau aux Assises du Logement 2026. Donc je suis Florent Lacasse, rédacteur en chef de Bâti Actu. Je suis ravi d'être ici cet après-midi pour animer cet échange donc, que nous allons avoir avec Hélène Fernandez. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Donc petite précision, Damien Bottegui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui pour cet échange. Donc je vais rappeler le thème principal, qualité architecturale, performance environnementale, confort et santé, l'équation impossible, réglementée jusqu'où. Et c'est vrai que ces dernières années, voire décennies, on en attend de plus en plus de nos logements, avec des réglementations de plus en plus exigeante et c'est évidemment un progrès et un bienfait. On parle évidemment de performance environnementale, on parle de lumière, d'espace extérieur. Au moment du Covid, il y a eu tous ces échanges aussi sur les espaces extérieurs. Confort d'hiver, on l'a tous compris, toutes et tous, au confort d'été qui devient aussi de plus en plus urgent. C'est un progrès, mais il y a effectivement un problème peut-être de compatibilité. Donc c'est un peu sur ces sujets qu'on était intéressé d'avoir votre analyse. Et est-ce que déjà on peut poser, est-ce qu'il y a une opposition entre qualité architecturale, qualité environnementale? C'est vrai qu'on l'entend parfois. Est-ce que c'est votre analyse? Bonjour à tous et toutes. Donc, merci pour cette invitation. Alors évidemment, c'est aisé d'opposer des choses qui, en plus, dans le débat public, sont des choses qui appartiennent à différents ministères. Mais pour quelqu'un comme moi qui représente le ministère de la Culture, et en particulier la question de la politique de l'architecture, évidemment, aujourd'hui, en 2026, c'est impossible de dire qu'on pourrait envisager, et a fortiori aujourd'hui, qu'on oppose qualité architecturale et qualité environnementale. D'ailleurs, ce sont deux éléments qui sont intimement liés dans l'histoire de l'architecture. On voit très bien dans les ouvrages qui commencent à apparaître depuis maintenant une vingtaine d'années sur la réinterprétation de l'histoire de l'architecture à l'aune de la question environnementale que ce lien endogène entre environnement au sens du climat, mais aussi environnement au sens de la géographie et architecture, et consubstantiel de l'architecture. Donc il n'y a pas pour moi d'opposition entre ces deux sujets. Oui, et puis en termes de confort d'été, on peut revenir sur les sujets d'orientation du bâtiment qui, par exemple, peuvent permettre effectivement de concilier les deux pratiques et les deux objectifs de la même façon. Et sur le sujet de la complexité réglementaire, est-ce qu'on ne risque pas, beaucoup de concepteurs, de constructeurs se plaignent du fait que les réglementations s'accumulent encore une fois, parfois ont l'air en tout cas de se contredire. Quelle est votre analyse à ce sujet? Alors, donc si on se place du point de vue, pour le coup, des normes et des règles, d'abord, peut-être, je voulais dire quelque chose, c'est que la règle, c'est quand même aussi un sujet de démocratie. Écrire les règles, les mettre dans des documents qui sont transmissibles à tous, c'est notre contrat social. Donc, je suis toujours très très prudente quand on commence à s'attaquer à la question des règles, parce qu'en réalité, on le sait bien, c'est quand même extrêmement difficile de jouer à un jeu quand les règles sont inconnues. Et y compris même en économie, c'est extrêmement difficile de jouer à un jeu quand les règles ne sont pas connues. Donc avant tout, la question des règles, c'est la plateforme commune que nous nous donnons à des moments donnés en fonction de nos priorités, de nos orientations, pour arriver à faire des trucs ensemble. Donc je suis toujours un peu dans la prudence. En plus, je suis d'autant plus dans la prudence qu'évidemment, l'administration publique, et en particulier celle de l'État, une partie de son travail, c'est quand même de fabriquer les règles. Donc évidemment, je ne scie pas la branche sur laquelle je suis moi-même assise. La question serait peut-être plutôt, et en écho à votre première question, est-ce que les règles telles qu'on les a aujourd'hui, ou telles qu'on les fabrique aujourd'hui, ou telles qu'on les transforme aujourd'hui, ne sont pas de nature à finalement faire gagner le combat à ceux qui pensent qu'on ferait mieux de faire sans. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est face à une situation où, d'abord, par rapport à ce que j'exprimais tout à l'heure, en termes de visibilité et de compréhension de tous, on a une petite impasse, c'est-à-dire qu'on a un sentiment d'être dans un labyrinthe. Il y en a trop, on ne comprend pas le chemin, ça foisonne, ça se change tout le temps. Donc,
On a une oppression, on va dire, de ce labyrinthe. On a des phénomènes peut-être aussi où on est en permanence en stress test, c'est-à-dire qu'on change les règles tout le temps. Ce qui, à la fois pour la question de l'architecture, mais aussi celle de l'environnement, mais plus généralement pour celle du contrat social et de l'économie, est un problème, parce que si, évidemment, on change tout le temps, on ne sait pas comment on planifie, et on ne sait pas non plus comment on ordonne. Et enfin, on a ce que vous évoquiez un petit peu, qui est plutôt une situation de casse-tête, c'est-à-dire comment je fais pour faire rentrer ma règle carrée dans ma règle ronde, surtout si l'un n'est pas inclusif de l'autre. Et donc, on a souvent, en effet, en particulier en architecture, mais aussi en urbanisme, on peut avoir des situations où on fabrique des pavés non autobloquants, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de géométrie des règles. Alors, avec quand même ce sujet, en tout cas, moi je parle du point de vue de l'architecture, de l'urbanisme et de la conception, qui est un sujet central dans nos disciplines, c'est... la conception, c'est quand même l'art de faire rentrer les ronds dans les carrés. Donc, normalement, ce phénomène de conception, il est supposé pouvoir résoudre ce type d'équation, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que souvent, on constate que les acteurs, finalement, devant ce labyrinthe, ce casse-tête et cette somme de stress tests, disent, finalement... si on pouvait soit déroger à tout, soit supprimer tout, ça serait quand même vachement plus pratique. Voilà. Et parfois, il y a le réglementateur, ça n'existe pas, je pense, comme terme, mais dans la RE 2020, il y a quand même le confort d'été qui a été pris en compte et pensé il y a plusieurs années. Donc il y a quand même aussi parfois une forme, enfin, pas sur tous les plans, mais une forme de vista aussi, puisque les conforts d'été, on n'en parlait peut-être pas autant au moment où on a créé la RE 2020, puisqu'on parlait de 2018-2019. Donc on peut rejoindre cette idée que parfois la réglementation fait progresser, avancer tout le secteur. Pour continuer sur cette question de la complexité réglementaire, ce que vous proposez, c'est un peu de modifier votre point de vue et vous évoquiez ces équations. Comment on peut revoir justement cette question d'une manière différente afin qu'on ne soit pas vraiment dans cette vision de la complexité, mais qu'on soit dans quelque chose qui apporte, qui nous permet de trouver de nouveaux modèles? Alors les architectes, ils ont un super mot pour ça, ils appellent ça le projet, mais moi je ne vais pas utiliser ce totem. Je pense d'abord que peut-être faut qu'on arrive à résoudre non pas des équations existantes, mais peut-être à en élaborer des nouvelles. C'est-à-dire qu'on est un peu là comme des mathématiciens. On a des matériels d'équations, on essaye en effet d'avancer avec ces matériels, mais on a parallèlement à ça aussi une accélération de la transformation qui fait que clairement, là aujourd'hui, il nous faut inventer des nouvelles choses et peut-être se repositionner dans une logique de temporalité qui nous permette de faire cette invention. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que il y a énormément de modifications qui ont été apportées dans les 20 dernières années. Et encore une fois, je parle du point de vue de l'architecture et de l'urbanisme, grâce et à cause, vous l'avez dit, des mutations des règles. Grâce ou à cause de ces règles, nous avons peut-être à nouveau des logements avec une double orientation. Grâce ou à cause, nous avons plus de cuisine ou plus qu'une cuisine. Je ne sais pas. Nous avons aussi, grâce ou à cause de ces règles, un phénomène de dispersion de l'étalement urbain et d'augmentation de l'étalement urbain. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la règle, on l'oppose souvent au phénomène culturel ou au fait culturel, mais la règle, c'est un fait culturel en soi. En vérité, on a produit des lotissements de façon objectivée, on produit objectivement des logements sans cuisine ou avec plus qu'une cuisine, je ne saurais pas le dire. On produit objectivement des logements avec des salles de bain beaucoup plus grandes qu'avant, et ce n'est pas le fait du hasard, en fait. C'est aussi des choix de notre société, et je pense qu'il faut aussi garder en tête que c'est les témoins. Et on fait des choses qu'on n'aurait pas imaginées. On n'aurait pas imaginé faire des tiers-lieux dans lesquels on ferait cohabiter des bars bobos en même temps que des centres d'hébergement d'urgence, en même temps que dans des endroits à 35 000 € le mètre carré. Enfin,
Donc, ça, ce sont ce que j'appelle les nouvelles équations. Peut-être la difficulté, c'est qu'elles sont souvent considérées comme des expérimentations temporaires. D'ailleurs, on a fabriqué un mot urbanisme temporaire, habitat temporaire, bref, truc temporaire en fait. La question que je pourrais me poser, moi, c'est à quel moment on se demande finalement si c'est pas plutôt des habitats idéaux au sens de l'utopie qu'on aimerait atteindre, et comment finalement de cette utopie on fait du commun et du courant. Donc c'est ça que j'appelle les nouvelles équations. On parle tout le temps de mixité. Qu'est-ce qu'on tire de l'aventure des tiers-lieux en matière de capacité à faire de la mixité dans un site urbain dense et en faire de la programmation. Voilà, c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. Sur les règles au sens de la construction, on peine, mais parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, donc on peine vraiment à se mettre, me semble-t-il, autour de la table, là aussi, pour finalement mettre en commun les modalités de résolution des modes d'emploi. On a souvent l'impression que ce seront des cas particuliers, et c'est ce qu'on avait tenté avec l'expérience engagée pour la qualité du logement, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait, à partir de 100 exemples, implémenter et diffuser des situations. Donc c'est tout ça. Donc comment est-ce qu'on fait du commun, du collectif, et tout en gardant en mémoire que c'est pas chacun fait à la place de l'autre, mais c'est comment on assemble des compétences spécifiques pour nous permettre d'inventer de nouvelles équations. C'est un peu ça ma question d'aujourd'hui. Et par ailleurs, je voulais quand même aussi, parce qu'en préparant cette intervention, je suis allée revoir un texte qui avait été commandé par le ministère de la... Enfin, il ne s'appelait pas Transition écologique à l'époque, il s'appelait je ne sais pas comment, il devait s'appeler Logement peut-être. Un texte qui avait été commandé, enfin une étude qui avait été commandée à Monique Eleb et Philippe Simon sur justement règles, confort et désir en 2009. Ils ont mis 3 ans pour le faire, donc il a été publié en 2012, ça nous fait gagner un peu de temps. Et Monique Eleb avait une réflexion très intéressante, puisqu'à un moment, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mauvaise conscience de la société qu'elle compense par la réglementation? C'est-à-dire qu'elle se dit, est-ce qu'on a tellement mauvaise confiance de ne pas accueillir correctement nos personnes en situation de handicap, de ne pas faire suffisamment pour la planète, de ne pas blablabla, que finalement, on se donne un arsenal réglementaire qui donne quitus qu'on le fait. Je pense qu'il y a une part de vérité, notamment l'accessibilité aux personnes handicapées. On avait eu des programmes d'adaptation au handicap pour les commerces, par exemple, et ça a été toujours remis au calendrier grec. Donc malheureusement, je pense qu'il y a effectivement un peu de vrai là-dedans. Je voulais revenir sur, justement, vous évoquiez le fait que les réglementations, c'est aussi... Enfin, vous allez peut-être le reformuler, mais c'est aussi la population parfois qui demande ces réglementations parce qu'il se passe des choses, le monde évolue, etc. On ne peut pas revenir sur le confort d'été, c'est un peu la tarte à la crème du jour, mais voilà, c'est quand même un très bon exemple. Et vous parliez aussi qu'au XXe siècle, ça a été pas mal l'aspect sanitaire qui a présidé en fait à la construction, et que c'est peut-être accepter ça et comprendre qu'aujourd'hui, on vise aussi d'autres sujets. Oui, en fait, c'est une rotation permanente, en fait. Un éternel recommencement ou... Bah non, justement, on ne recommence ça change pas. À chaque fois. La grande conquête du XXe siècle, ça a été quand même l'accès à de l'hygiène et au sanitaire pour tous. Enfin, on oublie un tout petit peu quand même, me semble-t-il, assez vite, enfin, je sais pas pour l'assemblée qui est ici, mais moi, mes arrière-grands-parents n'avaient pas de salle de bain ni de toilette, donc, et je ne suis pas une femme du 19e siècle. Que la grande conquête qui s'est achevée finalement dans les années 75, c'est celle-là d'abord. Donc ça veut dire qu'on a substantiellement modifié notre façon de penser et de construire l'habitat. Mais une transformation radicale, c'est-à-dire on a même imaginé qu'on pouvait donner des toilettes et des salles de bain à des pauvres. Imaginez la rupture quand même technologique et intellectuelle. Donc ça se passe tout le temps. Donc on est tout le temps obligé d'inventer, et ça transforme les types, ça transforme les façons de faire, ça transforme les modèles économiques. Mettre une salle de bain et des toilettes dans chaque logement social, c'est pas le même modèle économique que de faire du logement pour ouvriers comme on le faisait au fin fond des fermes ou des mines dans le fin fond du 19e siècle. Donc économiquement, c'est pas la même équation. Aujourd'hui, c'est la même chose qui nous arrive.
il faut transformer les équations économiques pour arriver à se mettre dans la chaussure du 21e siècle, qui est une chaussure de il fait plus froid, il fait plus chaud, on habite plus dans des villes, mais on habite aussi dans des endroits qui deviennent des endroits très écartés, parce qu'on ne va plus avoir de voiture. Donc ce remodelage, en fait, c'est un remodelage qui ne peut pas reposer, enfin alors après ça c'est mon avis de fonctionnaire de l'État, hein, il ne peut pas reposer, en tout cas c'est l'hypothèse européenne, que sur les dynamiques des acteurs économiques. Donc ça aussi c'est un autre sujet, c'est que les politiques qui sont les nôtres, là dont on parle de la construction, de l'architecture, de la performance environnementale, ce sont aussi des politiques publiques et communes. Sur le point justement, vous l'avez évoqué, l'aspect forcément économique et financier entre en ligne de compte. D'ailleurs, il en a été question à la table ronde inaugurale de ce matin. Alors, il y a un débat justement, il y avait une discussion là-dessus ce matin, mais est-ce que les réglementations contribuent ou pas à augmenter le prix de construction, etc. Il y a aussi de l'innovation à faire à ce plan-là pour faire rentrer toutes ces pièces de puzzle qui parfois ont l'air contradictoires. Est-ce que vous auriez des axes de réflexion à nous partager sur ce point de vue de l'équation économique ? Alors, bon, déjà, ça dépend de quel point de vue on se place, mais l'innovation, ça coûte toujours cher, puisque, en fait, vous fabriquez une courbe dans laquelle vous faites l'hypothèse qu'à partir d'un certain moment de votre évolution de la courbe, le fait que vous atteigniez la vitesse de croisière, si je peux dire les choses comme ça, c'est ça qui va vous faire gagner de l'argent à partir d'un modèle. Dès l'instant que vous rompez le modèle, vous remettez en bas du graphique. Donc forcément, en bas du graphique, si vous êtes en situation de conception de votre nouveau modèle, vous devez réinvestir. Donc, et là, aujourd'hui, on voit bien, mais ce qu'on sait depuis peut-être les années 70, il y a une très belle exposition à la BNF, je vous invite à la visiter, sur la presse alternative des années 60-70, avec des premières de couverture des premiers actuels ou de magazines encore plus alternatifs sur la crise écologique, et je pense qu'on a perdu un tout petit peu de temps. Bon, bref. Donc, évidemment, ça coûte cher. Évidemment, on change de modèle. Évidemment, peut-être qu'il va falloir aussi se poser la question de savoir si on est en capacité d'inventer un modèle, ouvrez les guillemets, spéculatif sur la construction qui n'est pas exactement l'héritier de ce qu'on vient de faire dans les 50 dernières années, c'est-à-dire peut-être plus de temps long sur certaines choses, plus de temps court sur d'autres. Enfin, moi, j'en sais rien. La conception, par exemple. Je ne suis pas économiste, en fait. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on est à l'arrêt parce qu'on n'a pas de modèle économique. C'est pas parce qu'on n'a pas de matériaux. C'est pas parce qu'on n'a pas de concepteurs. C'est pas parce qu'on n'a pas de terrain. C'est pas vrai, en fait. C'est parce qu'on n'a pas de modèle pour que ça tourne. Donc, oui, ça va nous coûter cher. On a des solutions d'économie de ressources aujourd'hui dans les écoles d'architecture, chez les nouvelles générations d'architectes ou d'urbanistes, mais aussi dans les anciennes générations qui se sont formées à faire autrement. On a des solutions. Je crois qu'on continue quand même à produire du logement social, et si on veut regarder du côté de celui qui se produit de façon plutôt qualitative, on y arrive à le sortir. Mais par contre, ça demande effectivement des efforts, pas seulement en termes d'investissement financier, mais peut-être de revoir le bilan global en fait, des opérations, et de se demander à quel endroit on fait des coupes et en combien de temps on veut du retour d'investissement. On n'est plus dans les années avant 2008 ou dans les années juste avant 2020. On ne peut plus, me semble-t-il, se permettre de sauter tous les 10 ans un grand trou, comme ce qu'on est en train de faire depuis 1990. Sur ces nouveaux modes de réflexion, de travail collectif, de révision peut-être de certaines procédures, l'exemple de la reconstruction de Notre-Dame aussi est cité par notre ministre du Logement souvent. Est-ce que ça peut être un axe aussi de réflexion, de revenir sur ce projet et de voir que quand les forces sont mobilisées autour d'un objectif, on peut faire des choses qui ne rentrent pas dans les délais classiques de la construction en France ou de la rénovation ? Alors, Notre-Dame, c'est quand même un truc exceptionnel
Donc, en effet, est-ce qu'on peut le modéliser? Mais le ministre du Logement rappelle cet exemple. Il a raison. Qu'est-ce qui se passe avec Notre-Dame? D'abord, c'est qu'il y a un consentement quasiment, à part des débats qu'il y a eu plutôt de spécialistes, il y a quand même un énorme consentement de la population sur le sujet. C'est-à-dire que dès le jour même où il y a le feu, personne ne pense qu'une ruine va rester. Moi, je constate qu'aujourd'hui, dans les territoires, il n'y a pas forcément ce consentement sur tous les projets. Donc déjà, le sujet, c'est comment on arrive à faire union sur les projets. Donc Notre-Dame, ça commence par ce consentement. Ensuite, il y a une très grosse quête d'argent, quête au sens catholique, quête. Donc on ramasse de l'argent, donc il y a une assurance qu'il va y avoir un fonds. Donc ça, c'est la deuxième chose qui va avec le premier. Il y a une attention au plus haut politique et au plus haut mondial, c'est-à-dire que parmi les donneurs, il y a aussi des gens qui viennent du monde entier. Donc si vous voulez, il y a déjà quelque chose qui est une communauté qui veut s'unir monétairement et en termes de décision sur on reconstruit Notre-Dame. Bon, alors on pourrait tirer la conclusion que si on veut arriver à faire vite un projet, il faut déjà être sûr qu'on va tous partir en même temps sur la ligne de départ. Et puis après, étrangement, nous c'est intéressant pour le ministère de la Culture. Bizarrement, là, tout d'un coup, tout le monde est d'accord pour écouter les gens du patrimoine, les spécialistes de la construction ancienne, ceux qui connaissent le Moyen-Âge par cœur. Voilà. Donc on fait appel à des gens qui sont des experts de leur domaine. C'est pas monsieur machin qui a un avis sur Notre-Dame et qui va reconstruire une cathédrale. Donc ça, c'est le deuxième truc. Est-ce qu'on veut bien, à un moment donné, mettre autour de la table des gens qui sont experts de leur domaine pour essayer de faire mieux? Ça, c'est la deuxième chose. Et ça vaut pour tout, en fait. Ça peut valoir pour l'extension d'une petite ville, pour la construction ou la réhabilitation d'un lotissement. Ça peut valoir pour plein de choses. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Et enfin, on se dote aussi de l'idée qu'il va falloir des gens qui, en termes de construction, ont des compétences plus. Donc, c'est d'ailleurs assez marrant parce que, du coup, les ouvriers du bâtiment, on les appelle plus ouvriers à Notre-Dame, on les appelle compagnons. C'est marrant, en fait. Comme s'il y avait tout d'un coup... Et puis alors maintenant, dans les chantiers, on appelle les gens compagnons. Mais ça veut juste dire, en fait, je sais de quoi je parle quand je fais compagnon. Et alors, une fois qu'on a tout ça, après, on se dit, après, on a mis en place un établissement public, on a mis un général à sa tête parce que ça, c'est conduire une armée vite et bien. Mais pour moi, c'est après. C'est-à-dire qu'une fois qu'était posé le fait que tout le monde était d'accord et qu'on avait des fonds, qu'on avait décidé qu'il y avait des experts qui avaient leur place dans la table et que aussi, jusqu'à la fin du chantier, on conserverait les niveaux d'exigence qu'on s'était donnés dès le départ. Après, on peut construire une machine pour faire. Mais c'est pas d'abord on fait un opérateur et puis après on regarde comment ça se passe. Oui, ce qui est intéressant. Pour moi, c'est ça la leçon de Notre-Dame. Et puis, pardon, excusez-moi. Et peut-être une petite chose qui, par contre, vient un peu en contrepoint de ce que je disais et qui peut poser question, c'est qu'on dit qu'on refait à l'identique. Même si c'est évidemment pas forcément un identique. En tout cas, voilà, on a aussi la trace du projet qu'on veut faire dans sa tête, vite. Oui. Il avait été question de concours d'architecture, etc. au début, mais ça a été sur la flèche, mais ça a été abandonné en cours. Mais à la limite, on aurait pu faire un concours et décider qu'on mettait, je sais pas, une toiture en paille. Avoir la trace du projet dès le départ et savoir où on va, c'est aussi la réussite du succès, le truc qui permet le succès. Voilà. Non, et puis vous parliez du consentement de la population sur le sujet chapitre 1, c'est intéressant, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la réglementation, qu'il y a quand même un moment, il faut que... Ça me fait aussi penser au fait que le logement, c'est quand même un sujet de plus en plus pris en compte. On peut espérer qu'à l'occasion de la présidentielle, ça va monter encore plus. Donc, parce qu'on sent justement qu'il y a une demande de la population sur ces sujets-là.
de mieux vivre. Il reste 4 minutes, donc je me dis on peut peut-être faire une petite séance de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas. Il y a un micro, je pense. Oui, madame. Est-ce qu'il y a un micro? Est-ce qu'il y aurait un micro? Oui. Ah, il arrive, oui. Oui, bonjour. J'aurais une question, vu le titre de la conférence, sur votre avis sur la qualité architecturale et son uniformisation que l'on peut constater et qu'on met souvent en lien justement avec la réglementation environnementale. Oui, alors il y a 3 choses dans votre sujet. Il y a la qualité architecturale qu'on peine à définir en fait, et que du coup par simplicité on définit par sa capacité à être conforme aux règles qu'on s'est données. Ça peut être déjà une première chose. Donc en effet, aujourd'hui on part souvent pour dire est-ce que c'est de la qualité, de la règle, c'est-à-dire est-ce que ça répond à nos standards réglementaires, du coup est-ce qu'on pense que ça produit de la qualité. Moi je pense qu'il y a un sujet quand même dans la question de la qualité architecturale, c'est que l'architecture, c'est pas la somme justement de la réponse à ces questions, c'est comment on organise. C'est Alberti qui en parle, il lui dit des linéaments, c'est-à-dire c'est la façon dont on relie en fait toutes les questions, les normes, les attendus, les désirs du commanditaire pour faire de ces liens une forme, et c'est ça l'architecture. Donc il n'y a pas de règle qui dit vous êtes bien parce que vos enfants sont en train de tranquillement jouer sur la terrasse pendant que vous pouvez travailler dans votre chambre confortablement tout en jetant un œil sur eux et en ayant une vue sur la porte d'entrée d'où va surgir je ne sais pas qui. Il n'y a pas de règle pour ça. Or, la qualité architecturale, ça peut être là aussi. Il n'y a pas de règle pour dire non plus, vous avez, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des questions, vous avez 2,70 m sous plafond et du coup, vous avez un confort augmenté parce que, voilà, par exemple aujourd'hui, l'air chaud, il serait à 2,70 m au lieu d'être à 2,40 m, ce qui pour vous serait nettement plus confortable. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans la qualité architecturale et plein de choses qui sont écrites. Et du coup, pardon, j'ai l'impression d'avoir perdu le sens de votre question parce que. Ouais, et la standardisation, je l'appellerais moi comme ça. Alors là aussi, c'est. Alors vraiment, moi je parle du point de vue du ministère de la Culture, hein, donc je ne peux pas non plus parler à la place de Damien Bottegui. Historiquement, il y a toujours une tension entre la standardisation et l'unité, enfin l'unité au sens de l'exception en architecture. Donc produire de l'architecture, à un moment donné, c'est aussi réfléchir sur sa répétition. Donc on peut appeler uniformisation, mais le modèle haussmannien, c'est de la standardisation en grande masse, quoi. Donc c'est tout uniforme. Il y a des catalogues pour savoir comment vous allez mettre le dessus des fenêtres. Donc, c'est le parangon de l'uniformisation. La question qui, je pense, surgit aujourd'hui en France, c'est au regard de la condition écologique, comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux attentes qui sont nettement plus contextualisées et territorialisées à cause de la crise écologique. Donc c'est beaucoup plus clair pour nous, me semble-t-il, qu'en 1960, qu'on ne construit pas pareil à Lille et à Marseille. Il me semble que c'était quelque chose qui n'était pas forcément très présent chez les grands penseurs des grands ensembles, par exemple. Au contraire, qui visait un style international. Donc aujourd'hui, cette question, elle est très présente. Donc elle repose la question de l'uniformisation. Peut-être même qu'elle est traversée par la question de l'identité locale. Je ne sais pas. Mais là encore, et pour revenir aux questions précédentes, c'est extrêmement compliqué de produire de l'architecture de masse. Hein. On est 67 millions d'habitants, hein. C'est quand même 20 millions de plus qu'il y a 40 ans. Et c'est ça la question qui est posée peut-être aux architectes aujourd'hui. Hein. C'est comment je produis de l'architecture qui va à un moment donné quand même être reproductible, tout en prenant en compte le fait qu'elle doit être quelque part
et répondre aux attentes d'un contexte précis. Voilà. Moi, je sais pas. Enfin, voilà, le temple grec, c'est quelque chose de très uniforme. Pourtant, on le vénère. Haussmann, c'est quelque chose de complètement uniforme et tout le monde trouve ça très bien et achète ça très cher. Donc, il y a une tension. La question, ça serait peut-être plutôt comment est-ce qu'on accepte d'écouter mieux les attentes des commanditaires pour justement peut-être à partir de modèles qui sont des modèles standards de notre société, à accepter des déformations de ces modèles. Je ne sais pas. Eh bien, merci beaucoup. Je garde cette idée intéressante, effectivement, que l'haussmannien et les temples grecs, c'est une forme d'uniformisation. C'est vrai que je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais ça fait réfléchir. Donc, merci pour, en tout cas, cette vision. Voilà. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de notre échange, mais après, si vous voulez poser des questions. Ah bah non, il y a une dame qui avait levé la main. Ah oui, oui, mais il est 32. Alors, si on fait question courte, réponse, non. Très court. Ah, d'accord, extrêmement court, s'il vous plaît, pardon. Vous avez dit, madame, on est à l'arrêt parce que l'on n'a pas de modèle économique. Mais le modèle économique fonctionne bien avec le modèle d'organisation sociale, le modèle sociétal. Je ne vous ai pas entendu parler du modèle sociétal. Alors, du modèle sociétal, je ne suis pas en capacité là de me lancer peut-être dans une expertise en une demi-seconde sur les valeurs comparées d'un modèle capitaliste libéral versus un autre type de modèle, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Non, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que cet arrêt sur la question des modèles économiques, il est peut-être plutôt, c'était plutôt ça ma pensée, dans notre difficulté à trouver dans les modèles alternatifs ou à penser que des modèles alternatifs pourraient être des modèles de solution. Voilà. Bien, merci. On peut vous applaudir.